L'objectif de cette première vidéo d'une nouvelle série sur les usages des traitements de texte consiste principalement à vous en présenter l'interface. Ici, le but est de vous permettre de vous approprier cette interface, de l'adapter à vos besoins, de personnaliser le logiciel de façon à ce qu'il corresponde à ce que vous souhaitez faire, à ce qu'il s'adapte à vos besoins et à vos envies, plutôt que ce soit vous qui vous adaptiez dans votre travail d'écriture à une interface qui vous serait imposée. Cette démonstration, comme les suivantes, sera principalement effectuée avec le logiciel LibreOffice Writer, c'est-à-dire avec le traitement de texte Writer de la suite logicielle LibreOffice, qui, comme son nom l'indique, est non seulement libre, c'est-à-dire que son code source est ouvert, mais en plus elle est gratuite, et c'est ce qui la distingue principalement de ses concurrents qui, pour la plupart, vont être soit propriétaires et gratuits, soit payants et propriétaires, voire gratuits, mais avec un rapport à la gestion des données personnelles des utilisateurs parfois un petit peu compliqué. Néanmoins, ce choix de vous présenter avant tout de faire ces démonstrations avec un logiciel libre repose aussi sur le fait qu'en réalité, tous les logiciels de traitement de texte fonctionnent avec la même logique. Si vous vous souvenez de la vidéo sur le Markdown, la vidéo précédente de la chaîne, vous avez peut-être pu observer que ce n'étaient pas des logiciels de traitement de texte qui permettaient d'écrire. Les logiciels de traitement de texte ont une fonction bien précise qui consiste non seulement à écrire, mais à écrire en mettant en forme. C'est la logique du WYSIWYG, c'est-à-dire ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous obtiendrez quand vous imprimerez votre document. Ça veut dire que tous les logiciels de traitement de texte fonctionnent à peu près de la même façon, et en l'occurrence, ils sont tous organisés à peu près de la même façon. C'est-à-dire que vous aurez dans tous les logiciels de traitement de texte une page de texte comme celle que vous voyez ici, et en l'occurrence, comme ce sont des logiciels qui sont tournés vers l'imprimé, ce que vous avez ici, c'est une page de texte qui correspond globalement à ce que serait une page de feuille A4 imprimée après écriture. Ces logiciels vont vous permettre donc d'écrire du texte, mais non seulement d'écrire du texte, mais son objectif c'est de faire de la mise en forme en même temps. Là où dans la vidéo précédente il était plutôt conseillé de distinguer l'écriture et sa structuration de sa mise en forme et de son édition, ce que propose le traitement de texte c'est une approche complètement différente qui consiste à la fois à écrire et à mettre en forme le document tel qu'il sera imprimé. Je le redis, ces logiciels sont avant tout tournés vers la notion d'imprimer, même si, comme vous allez le voir dans un instant, on peut l'adapter de façon à travailler un peu différemment. Nous avons donc une page de texte formalisée face à vous, là au milieu de la fenêtre, qui est entourée de différents éléments qui vont donc permettre de travailler sur cette mise en forme, c'est-à-dire des barres d'outils, ce que vous voyez ici dans deux lignes au-dessus de la page de texte, qui vont nous permettre de cliquer sur des boutons pour opérer un certain nombre d'actions, donc des choses très simples, hein, du type enregistrer le fichier sur lequel on travaille, du type l'imprimer, de faire éventuellement un aperçu avant impression. On va pouvoir effectivement avec les boutons aussi faire du copier-coller, voire intervenir de façon un peu plus précise et détaillée dans la mise en forme du document. Ces barres d'outils permettent d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités que l'on retrouve par ailleurs dans des menus que l'on trouve ici, fichier, édition, etc. Et on a par exemple un menu formatage où on va pouvoir intervenir, on va y revenir dans un instant. Tous les logiciels de traitement de texte se présentent à peu près de cette façon-là. La seule différence avec les autres, c'est la façon dont on va nommer ces menus ou ces barres d'outils. Certains logiciels comme Microsoft Word va appeler les barres d'outils plutôt un ruban parce qu'il n'y a plus un seul ruban composé de plusieurs onglets où on trouve les différents boutons. Sur un logiciel comme Pages, la version propriétaire sous Mac de traitement de texte, on va avoir essentiellement les éléments qu'on retrouve ici dans des barres d'outils, dans des panneaux latéraux sur la droite de votre traitement de texte, et ainsi de suite. Mais en réalité, en dépit de ces petites différences marginales, toute la logique qu'il y a derrière est exactement la même. Donc je le redis, tout ce que vous allez voir là est tout à fait transposable sur les autres logiciels. Alors la première chose à faire pour prendre en main son logiciel, c'est retenir une première règle très simple mais qui n'est pas toujours suivi, qui consiste systématiquement à se dire que l'on ne travaille pas sur un document sans l'avoir préalablement enregistré. Là, vous voyez que j'ai un document de traitement de texte qui s'appelle sans nom 1, tout simplement parce qu'il n'a pas été enregistré.
il est indispensable de toujours commencer par enregistrer un document, même si l'on a à peine commencé à écrire dedans, parce que si on ne le fait pas, on risque de perdre les données en cas de plantage du logiciel de bureautique ou tout simplement de plantage de l'ordinateur. Donc on va commencer par l'enregistrer, en choisissant l'endroit où nous allons enregistrer le document. On va l'appeler ici tout simplement pour aller vite, et on va enregistrer ça sur le bureau. Première règle, toujours enregistrer son document. Deuxième règle, systématiquement l'enregistrer dans le format natif de son logiciel. Pour éviter tout problème de corruption du fichier, de perte, etc., si on travaille avec LibreOffice sur son ordinateur, on enregistre son fichier en format Open Document, c'est-à-dire en format ODT. Si j'étais avec Microsoft Word, je l'enregistrerais en format .docx parce que c'est le format natif de la suite bureautique. Ça c'est très important, on reviendra tout à l'heure sur les différents formats d'enregistrement de fichiers, mais pour travailler en local sur son ordinateur, on respecte cette règle-là, on commence toujours par enregistrer et ensuite on l'enregistre au format natif du logiciel qu'on utilise. La raison pour laquelle il faut commencer par l'enregistrer, c'est parce que ça rend actif une fonctionnalité de tous les logiciels de traitement de texte qui consiste à un enregistrement automatique du travail en cours en cas de plantage pour la récupération des données. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pendant que je suis en train de travailler et d'écrire mon texte, il est tout à fait possible qu'à un moment donné, mon ordinateur plante, une panne de courant, un logiciel, un ordinateur qui fonctionne pas très bien, un plantage de la suite Microsoft, ce qui est très courant, et bien tout simplement pour s'assurer d'éviter ce genre de perdre des données, les logiciels nous permettent dans leurs options générales, donc ici l'onglet, le menu LibreOffice, on va aller dans les préférences, et on va avoir dans les préférences de LibreOffice des préférences relatives au chargement et à l'enregistrement. Et dans l'onglet Général, nous avons enregistré les informations de récupération automatique toutes les, et là il est indiqué 10 minutes. Cette option est bien cochée. Ce que ça signifie, c'est qu'à partir du moment où je l'ai enregistré une première fois, comme on vient de le faire, toutes les 10 minutes, des informations de récupération automatique seront enregistrées par LibreOffice. Et ce que ça signifie, c'est que si je travaille pendant un quart d'heure sans enregistrer à partir de maintenant, eh bien, à un moment donné du travail, une copie aura été faite du fichier dans des fichiers temporaires de l'ordinateur, et en cas de plantage, à la réouverture du logiciel de traitement de texte, LibreOffice, Microsoft, etc., me proposera de faire une tentative de récupération des données pour ne pas avoir tout perdu. Donc ça, pour pouvoir l'activer de façon à peu près propre, il est indispensable de faire en sorte que ce soit non seulement activé, mais que le fichier ait bien été enregistré une première fois dans le format natif du logiciel. Donc là, on ne va rien modifier, on pourrait changer le nombre de minutes, éventuellement pour le raccourcir. Alors il faut quand même faire attention à ne pas ralentir l'ordinateur. Si on a un ordinateur très puissant et qu'on n'a aucun problème de performance, on peut éventuellement baisser le nombre de minutes si on a tendance à écrire très vite quand on écrit. En règle générale, 10 minutes, c'est suffisant. Une fois cette première petite précaution prise, alors comment prendre en main ce logiciel de traitement de texte? Je le disais en ouverture, le logiciel permet de mettre en forme le texte que l'on écrit. Ce que cela signifie, c'est que ce qui s'affiche face à nous, c'est avant tout une page imprimée. La première façon que l'on peut avoir de se saisir du traitement de texte, c'est d'intervenir sur l'affichage de cette page de texte sur laquelle on travaille. Ce que ça signifie, c'est que cette présentation sous la forme d'une page A4 n'est absolument pas immuable. On a des fonctions d'affichage qui permettent de sortir de cette logique de la page imprimée pour avoir une logique d'écriture en continu, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'affichage en mode web. Vous avez ici affichage normal, on peut passer en affichage web. Et comme vous le voyez, ce qu'on observe ici, c'est un affichage qui n'est plus conditionné à des pages d'imprimé, mais qui est un affichage tout simplement de texte en continu. On pourrait reproduire un peu le texte pour le montrer. On pourrait écrire de nombreuses pages que le texte n'est pas distingué par des sauts de page apparents. On est dans du texte
purement affiché. Donc bien entendu, en réalité, si notre objectif est de ne pas faire de mise en forme et de simplement écrire du texte, il est plutôt conseillé de recourir à d'autres instruments, comme par exemple un éditeur de texte, comme par exemple un éditeur de texte en Markdown, etc. Mais comme vous le voyez, on peut tout à fait décider, avec un logiciel de traitement de texte comme Writer, de tout simplement l'adapter à un affichage que l'on préférerait avoir. Donc ce format en mode web, ensuite, ne nous empêche absolument pas de revenir en normal si l'objectif ensuite c'est d'imprimer et de repérer où sont les paginations, etc. Donc comme vous le voyez ici, avec les copier-coller, on arrive à un document qui fait quasiment 4 pages, mais cette fois-ci, il n'est plus, il distingue bien les différentes pages. Donc cet affichage, déjà, on peut donc le personnaliser de cette façon-là. On va pouvoir le personnaliser encore d'autres façons. Une façon de faciliter cela, c'est, on a deux méthodes en fait. La première va consister à passer systématiquement par le menu d'affichage. Vous avez vu normal et web. Et ce que vous pouvez voir par ailleurs en bas, c'est la possibilité par exemple du plein écran. Si je clique sur le mode plein écran, je vais avoir une interface qui prend la totalité de mon écran avec très peu de barres d'outils. Vous voyez qu'ici, il n'a gardé que la barre d'outils Zotero, je vais y revenir dans un instant. Et là, je peux avoir une écriture en quelque sorte sans distraction, même si on est toujours dans une logique de mode d'affichage web, dont je peux sortir tout simplement en cliquant sur Échappe. Bien entendu, on a la possibilité de passer en plein écran, en mode web, où là on a une écriture qui est totalement sans distraction. On peut décider de ne se concentrer que sur l'écriture de son document et pas sur autre chose. Cette façon d'adapter l'affichage via le menu, on peut aussi décider de le faire, donc on a aussi des options de zoom, où on peut décider de mettre sur la largeur de la page, c'est-à-dire qu'il va ajuster le texte uniquement sur la largeur de la fenêtre qu'on vient d'ouvrir. On a différentes options, je ne vais pas toutes les montrer. On peut choisir un affichage optimal, réduire la taille, etc. Une façon qui peut permettre d'éviter de passer par ce menu d'affichage, ça va être de demander au logiciel d'afficher une barre d'outils qu'on appelle une barre d'état. Affichage barre d'état. En cliquant dessus, vous voyez que maintenant elle est cochée. Et donc elle apparaît en bas de mon document, vous le voyez ici. Et en fait, cette barre d'état a plusieurs avantages. Cette barre d'état, elle a un premier avantage qui nous permet de savoir où on est dans le document. Si on vise encore une fois un document imprimé, ça nous permet de savoir qu'on est dans la page 2 sur 4. Deuxième intérêt de la barre d'état, c'est qu'elle va nous afficher en continu sans qu'on ait besoin d'aller chercher l'information, c'est-à-dire sans qu'on ait besoin d'aller faire outils et nombre de mots. Au lieu de faire cela, la barre d'état nous l'indique en continu. Vous voyez en bas, compte le nombre de mots et le nombre de caractères. Elle affiche, cette barre d'état, le total, et si on sélectionne un paragraphe, elle va nous afficher uniquement ce qui concerne le paragraphe en nombre de mots et nombre de caractères. On peut bien sûr quand même cliquer dessus de façon à afficher le détail et savoir ce qu'est le nombre de caractères, incluant ou pas les espaces, par exemple. Autre intérêt de cette barre d'état, c'est qu'elle va nous indiquer aussi la langue dans laquelle le texte a été indiqué. C'est-à-dire que là, on est sur un texte qui, par défaut, comme j'ai configuré mon logiciel en français, considère que le texte est ainsi écrit est un texte en français. Or, ce n'est pas le cas, puisque c'est du lorem ipsum généré automatiquement. Et donc, si, par exemple, je ne veux pas que tous ces mots soient soulignés en rouge, ce qui m'indique qu'il y a un problème d'orthographe ou de grammaire, puisque le logiciel de traitement de texte surveille en continu la grammaire, je vais aller dans Outils. Alors j'ai deux solutions. Je peux décocher la correction orthographique automatique, mais je peux aussi décider de la maintenir et simplement de dire à mon logiciel la langue de ce document, soit uniquement une sélection du document. Quand je fais une citation en anglais, en russe, en espagnol, en latin, que sais-je, je peux aller changer la langue juste de cette sélection, de ce paragraphe ou de tout le texte. Et là, je vais préciser au logiciel, tout le texte est en latin, il va cesser d'identifier les fautes. Dans cette barre d'état, on va aussi avoir une information très importante par rapport à la question de l'enregistrement que j'évoquais tout à l'heure. Vous le voyez, depuis qu'on a enregistré
ce fichier, nous avons apporté un certain nombre de modifications. Et à aucun moment je ne les ai enregistrées. Pour savoir si j'ai enregistré mon document récemment ou depuis en tout cas que j'ai fait des modifications, j'ai deux possibilités. Dans la barre d'état, vous voyez ici une petite disquette qui est rouge et si je passe la souris dessus, il me dit que le document a été modifié et que je peux cliquer dessus pour enregistrer. Une autre façon de le voir est d'aller dans la barre d'outils où j'ai aussi une disquette qui me permet d'enregistrer et j'ai un point rouge qui me dit que ça n'a pas été enregistré. Si j'enregistre, comme vous le voyez, le document n'apparaît plus avec un point rouge ici et la disquette est en grisé, c'est-à-dire le document n'a pas été modifié depuis le dernier enregistrement. Il suffirait que je fasse un espace et comme vous le voyez, il m'indique que depuis, il n'a pas été enregistré. Les modes d'affichage que j'évoquais un instant sont accessibles ici. On va pouvoir jouer sur le zoom de la page. Directement en jouant sur le curseur, mais aussi en cliquant sur 100%, avec la possibilité de lui dire que ce que je veux, c'est un affichage de page entière, pour avoir un aperçu de chacune des pages, que je veux l'élargir sur la largeur totale de l'affichage, et ainsi de suite. Autre possibilité, jouer ici, avec la possibilité de lui demander d'afficher éventuellement plusieurs pages sur une seule fenêtre. Voilà pour l'interface de base, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on puisse afficher un peu comme on le souhaite. Alors bien entendu, j'entre pas dans le détail pour l'instant, mais cet affichage, il suppose aussi éventuellement d'intervenir encore, on peut encore aller plus loin. On peut bien entendu jouer sur la police, sur la taille de la police, etc. On peut décider, pour reprendre l'expression de François Bon, d'accorder son traitement de texte de façon à lui faire correspondre exactement à la façon dont on veut voir à l'écran ce que l'on écrit, sans tenir compte de la mise en forme pour la suite qu'on pourra éventuellement adapter. On peut aussi complètement adapter l'interface en allant éventuellement, par exemple, dans les préférences du logiciel et dans les préférences de LibreOffice Writer, d'aller regarder un petit peu les possibilités d'affichage, de modification, etc., voire même de modification de la couleur de l'interface, où on peut tout à fait imaginer, par exemple, quand on a envie d'écrire sur fond sombre, de mettre, par exemple, un gris très foncé en arrière-plan du document, en jouant de cette façon-là sur l'arrière-plan pour éventuellement adapter un mode sombre, etc. Alors il va falloir que j'aille le remodifier à la main. Hop. Donc voilà, on a la possibilité de personnaliser l'affichage de la page et on n'est pas tenu de rester dans un format propre tout simplement à ce format d'imprimé et on peut décider de travailler un peu différemment avec son traitement de texte. Ça, c'est une première chose. Les autres éléments d'affichage qui peuvent être utiles à avoir en tête, ça va être l'affichage notamment des marques de formatage. Ce qu'appelle LibreOffice des marques de formatage, c'est ce que Microsoft Office va appeler révéler la mise en forme. On peut l'afficher de deux façons. On peut tout simplement aller cliquer sur ce bouton de la barre d'outils. Vous voyez ce qui change. Ou alors on peut passer par affichage, marque de formatage. Quel est l'intérêt de ce type d'affichage? L'intérêt, c'est de pouvoir tout simplement révéler ce que le logiciel de traitement de texte produit pendant que vous êtes en train d'écrire. Puisque ce que vous voyez, c'est ce que vous obtiendrez, c'est-à-dire par exemple ici, si je vais mettre un saut de paragraphe ici, et là je vais mettre, plutôt qu'un saut de paragraphe, un saut de ligne. Vous voyez qu'ici, à partir du moment où j'ai fait un saut de paragraphe puis un saut de ligne, je ne vais pas avoir exactement la même réaction de mon logiciel de traitement de texte sur le choix d'avoir mis le texte en justifié. À partir du moment où j'ai fait un saut de ligne ici, le texte a vraiment étalé les deux mots d'une même ligne complètement de gauche à droite.
là où ici, il les a maintenus correctement. Pourquoi? Eh bien, je peux le voir en affichant les éléments de mise en forme. Ici, j'ai bien un saut de paragraphe, et là, j'ai bien un retour à la ligne qui n'est pas la même chose qu'un saut de paragraphe. En corrigeant, je peux revenir à la normale. L'intérêt, du coup, ici, est essentiellement quand on va récupérer un texte que l'on n'a pas forcément soi-même rédigé, ou parce qu'on a oublié ce qu'on avait pu faire dans la mise en forme, qui pourrait expliquer que quelque chose ne va pas. C'est ce qui va permettre aussi d'afficher un certain nombre de choses du type en français, avec les chevrons en français. On va changer la langue. Quand on fait des guillemets en français, vous voyez ici, on a bien un espace insécable. Il peut arriver qu'un espace a été ajouté et qu'il ne soit pas insécable. En l'occurrence, si on veut le voir, c'est mieux de révéler la mise en forme parce qu'on va pouvoir tout de suite le corriger. Ce serait la même chose avec une question, bien sûr. Et ainsi de suite, tous les caractères en français qui doivent voir apparaître des espaces insécables. Cet affichage des marques de formatage, c'est aussi l'affichage qui permet, sur certains traitements de texte, de mieux afficher les marquages d'index, sur lesquels on reviendra dans une prochaine vidéo. Retenez simplement qu'on peut éventuellement les afficher ici. Dans ce formulaire, dans ce menu des outils, vous allez avoir d'autres possibilités de personnalisation de cette page de texte et de cette façon de travailler sur vos textes, qui est une façon un petit peu de détourner, en quelque sorte, les outils de correction automatique, notamment d'orthographe. Vous avez une option d'autocorrection qui est présente dans tous les logiciels de traitement de texte. Alors sous LibreOffice, c'est autocorrection. Sous Microsoft Office, ça va être correction automatique. C'est le même principe. On va avoir des options d'autocorrection qui en fait correspondent tout simplement à des possibilités de demander au traitement de texte de corriger des fautes d'orthographe très courantes. Je pense qu'on va avoir par exemple les États-Unis. Vous voyez par exemple que si quelqu'un écrit dans son logiciel de traitement de texte E-U, eh bien le logiciel va automatiquement corriger en E.-.U pour les textes écrits en français. Si je prends ici, on va le passer en français. Normalement, la correction automatique va faire ceci. Vous voyez que la correction s'est faite toute seule. Dans les options donc de correction automatique, on va pouvoir décider, quand on sait par exemple qu'on a tendance à faire une faute d'orthographe régulièrement, de la corriger, de la faire corriger, mais on peut aussi demander au logiciel de nous éviter de perdre du temps en allant chercher des caractères spéciaux, etc. Si par exemple, je sais que dans le cadre de mes travaux de recherche en histoire, j'ai une formulation que je souhaite sans arrêt reprendre. Ça peut être parce que je cite souvent les mêmes types d'archives ou parce que j'ai une expression sur laquelle je travaille que je dois reprendre, etc. Je vais pouvoir décider moi-même de créer une abréviation qui sera remplacée automatiquement. Donc par exemple, on peut imaginer que j'ai besoin de régulièrement écrire lorem ipsum dolor. Je vais dire que je veux donc qu'il remplace lorem ipsum dolor, donc je vais choisir une abréviation par exemple, LID avec un slash par exemple, en lui disant que quand j'écris ça, je veux qu'il le remplace. Je lui propose donc de remplacer ces lettres-là avec cette expression-là, et je dis donc nouveau, et vous voyez qu'il vient de l'ajouter. Je lui dis OK, et donc quand je vais taper, il va remplacer automatiquement.
Donc ça, vous voyez très bien, j'imagine, le type d'application que ça pourrait avoir, mais c'est la possibilité pour la prise de notes, par exemple, dans un traitement de texte, pendant des conférences, pendant des cours, etc. S'il y a des expressions, des noms de pays, etc., que vous avez tendance à devoir écrire très souvent, cette option de correction automatique vous permet de le faire. En fonction des logiciels de traitement de texte que vous utilisez, il y a certains outils d'autocorrection qui ne sont pas présents. Donc, par exemple, vous avez vu que on va plutôt prendre l'état. Le logiciel LibreOffice est bien configuré, puisque si j'écris l'état et l'apostrophe état, il va bien le corriger pour mettre l'accent sur le E. C'est pas le cas dans tous les logiciels de traitement de texte. Par exemple, dans le logiciel de traitement de texte Microsoft Office, il faut, oui, en tout cas, il fallait, quand j'utilisais beaucoup, imposer cette correction automatique. Donc on peut tout à fait décider d'ajouter des abréviations, et cette abréviation, ou des vraies corrections, et bien entendu, cette correction, si finalement on se rend compte qu'elle entre en conflit avec nos façons d'écrire, etc., on a la possibilité tout simplement d'aller la supprimer. Et là, elle ne sera plus présente. Vous voyez que si je refais LOD, il ne change rien. Donc on a cette possibilité de personnalisation en fait de la correction automatique en cours de frappe, qui est en fait une façon, en détournant les questions de correction d'orthographe, d'adapter le logiciel à nos habitudes d'écriture, d'abréviation, etc., pour éventuellement gagner du temps. On peut donc personnaliser cette page d'affichage, on peut personnaliser les modes de saisie, etc. On peut surtout personnaliser l'interface, puisque je vous ai parlé des barres d'outils et des menus. Il faut bien se dire une chose, c'est que rien dans les traitements de texte n'est immuable. Ce que ça signifie, c'est que quand on installe un logiciel de traitement de texte comme celui-ci sur son ordinateur, on a des barres d'outils qui apparaissent au moment où on ouvre pour la première fois le logiciel. Ces barres d'outils, elles apparaissent parce que le logiciel est prévu tel quel, mais rien ne nous empêche de décider de les masquer, de les modifier, de les adapter. En fait, on a encore ici affichage, barre d'outils, et les barres d'outils qui sont apparentes sont celles qui sont cochées. Vous voyez qu'on a une barre d'outils formatage. Si on veut savoir de laquelle il s'agit, eh bien on n'a qu'à la décocher et on voit ce qui disparaît. Et on peut la réactiver. Donc on va pouvoir afficher ou masquer différentes formes de barres d'outils. Et on va pouvoir aussi en personnaliser l'ordre et la façon dont les éléments apparaissent. Pour vous donner un exemple, ici on a une barre d'outils standard, c'est celle-ci, qui s'arrête là exactement. Et juste à côté, on a la barre d'outils de Zotero. Donc c'est la barre d'outils avec les boutons qui permettent d'ajouter des références bibliographiques avec le logiciel Zotero. Je vous renvoie à la vidéo concernant ce logiciel et à la façon dont on peut le faire travailler avec un traitement de texte. Cette barre d'outils, elle apparaît ici. Éventuellement, ce que je pourrais me dire, c'est que le fait qu'elle soit alignée à droite ne correspond pas exactement à la façon dont je travaille, que je préférerais par exemple la mettre à gauche. Il a suffi tout simplement que je la déplace à l'endroit où j'avais envie de la placer. On peut la déplacer, on peut aussi décider de l'empêcher de s'afficher. Donc ça, c'est un petit élément aussi complémentaire à la vidéo sur Zotero. Il peut arriver que vous ayez installé le module complémentaire qui vous permet de travailler avec votre logiciel de traitement de texte. Si vous ne voyez pas apparaître la barre d'outils Zotero dans votre traitement de texte, avant d'essayer de tout réinstaller, etc., allez jeter un petit coup d'œil à affichage barre d'outils et vérifier que Zotero ici est bien coché, car s'il est décoché, bien entendu, il n'apparaît pas. Ça, c'est un début de personnalisation, c'est simplement choisir quelle barre d'outils nous allons afficher ou pas directement dans les barres de notre traitement de texte. Mais il y a une autre possibilité avec ces logiciels, c'est non pas de choisir ce qu'on affiche ou ce qu'on masque dans les barres d'outils existantes, c'est de les personnaliser elles-mêmes, c'est-à-dire de choisir les boutons que l'on va voir apparaître dans nos barres d'outils. Donc là, par exemple, j'ai une série de barres d'outils et vous voyez que, par exemple, j'ai mis une barre d'outils de formatage et on a une autre barre d'outils formatage pour les styles. Or, on voit qu'il y a des choses qui sont redondantes, on a des choses qui apparaissent plusieurs fois,
corps de texte, etc. On pourrait tout à fait se dire, bah, finalement, j'ai besoin d'un certain nombre d'éléments dans ces deux barres d'outils, mais je ne veux pas forcément que tout soit affiché. Eh bien, je vais tout simplement dire affichage barre d'outils personnalisée, et là, je vais pouvoir choisir les boutons qui apparaissent dans les barres d'outils, mais aussi dans les menus. La fenêtre que vous voyez ici, c'est donc une fenêtre qui va nous permettre, donc, comme c'est écrit ici, de personnaliser un certain nombre d'éléments. Les menus, donc en gros les menus, vous voyez qu'on a fichier, édition, affichage, etc. Donc on a par exemple ici, pour vous prendre cet exemple, le menu fichier qui commence par nouveau, ouvrir, ouvrir distant, dernier document utilisé, etc. Ça, je peux tout à fait décider de le personnaliser. Je vais pouvoir par exemple me dire, finalement, dans ce menu fichier, je ne veux pas qu'il y ait tout ça qui apparaisse et je veux éventuellement enlever l'affichage de enregistrer distant. Et je vais tout simplement l'enlever. Je dis OK, et vous voyez qu'ici, je n'ai plus enregistré distant. Si par hasard, je me rends compte que ce type de personnalisation était une erreur ou simplement de façon à essayer de prendre en main mon logiciel de traitement de texte, je me rends compte que finalement, il y a un certain nombre de choses que j'ai modifiées qui ne vont pas du tout, je vais pouvoir tout simplement aller dans les menus, fichier, et lui dire que je veux réinitialiser. Et il va réinitialiser par défaut. Et vous voyez qu'ici, j'ai enregistré distant qui est revenu. Là, je vous ai montré comment on peut éventuellement supprimer quelque chose. Bien entendu, l'un des intérêts, c'est d'aller ajouter quelque chose. On pourrait imaginer que, pour une raison ou pour une autre, je veuille que les appels de notes de bas de page, par exemple, puissent figurer dans le menu fichier. Eh bien, je le trouve ici, je l'ajoute. Là, il est ajouté tout en bas, ce que ça signifie. Alors, il faut que je l'enregistre. On va dire OK. J'ai une note de bas de page qui se trouve tout en bas. Mais je peux ensuite, bien entendu, ça aussi, aller le personnaliser, l'adapter à mes besoins et dire que finalement, si j'ajoute insérer une note de bas de page dans mon menu fichier, c'est pas pour que ce soit tout en bas, c'est pour que ce soit tout en haut. Et donc je vais pouvoir soit procéder ainsi, en déplaçant vers le haut, un à un, ou, comme c'est un peu long, cliquer dessus et le faire remonter avec ma souris. Je vais dire OK. Et j'ai donc fichier, note de bas de page. Je vous montre avec cet exemple-là, bien entendu, on peut procéder ainsi avec tout type de boutons. Ça n'a pas vraiment de sens de mettre les notes de bas de page à cet endroit-là. En revanche, ce qui pourrait avoir du sens, c'est d'aller modifier les barres d'outils, et notamment, par exemple, la barre d'outils standard, de constater que quand je suis dans mon document de traitement de texte, si j'ai envie d'ouvrir un nouveau document, j'ai pas forcément besoin de l'avoir ici dans ma barre d'outils, parce que je l'ai ici, nouveau document, et que au lieu d'avoir un bouton nouveau document, bah, je vais plutôt le décocher. Et vous voyez qu'il a disparu. Je vais avoir envie de décocher ouvrir un autre document. Je vais laisser bien entendu enregistrer. Et quelque chose que je pourrais me dire, c'est les notes de bas de page qui sont vers la droite ici. Peut-être que je peux me dire, je sais que dans tous mes travaux universitaires, je ne fais que des notes de bas de page et non pas des notes de fin. Et donc je peux aller décocher notes de fin. Et en revanche, notes de bas de page, le faire remonter pour le placer tout en haut à gauche. Je dis OK. Et donc j'ai adapté ma barre d'outils. Je n'ai plus les boutons que je pourrais juger inutiles. Et j'en ai un ici qui va me permettre d'ajouter automatiquement des notes de bas de page sans avoir à le chercher ailleurs. C'est un bouton que je peux avoir tendance, comme le bouton enregistrer, à utiliser énormément. Eh bien, je l'ai placé ici. Comme je le disais en commençant, on va pouvoir aussi, bien sûr, éviter un certain nombre de doublons en allant chercher la barre d'outils de formatage. Donc par exemple, la barre d'outils formatage style, qui est celle-ci, et me dire que je n'ai pas forcément besoin que les styles soient nommés ici, puisque je dispose de ces boutons-là ici. Et faire cela me permet éventuellement, par exemple, ensuite de dire, bah tiens, je vais plutôt la mettre sur la même ligne,
plutôt que ce soit sur 2 lignes. Et pour trouver les éléments, j'ai qu'à cliquer sur cette petite flèche. Je peux donc, avec un logiciel de traitement de texte, personnaliser non seulement le mode d'affichage, la façon dont la page se présente face à moi, mais je vais pouvoir aussi tout simplement personnaliser la composition et l'emplacement des barres d'outils, de même que les menus. Ce que ça signifie, c'est qu'il est impératif de penser un peu les usages que l'on a du traitement de texte, et en fait cela vaut pour tout logiciel en fait, de se dire quelles sont les conditions dans lesquelles je suis le plus à l'aise pour travailler, dans quelles conditions pendant que je suis en train de travailler, quel est le meilleur emplacement pour cliquer sur les notes. Je suis droitier, je vais avoir tendance à me dire je préfère que les notes soient ici avec ma barre d'outils Zotero. Je suis gaucher, j'utilise ma souris avec ma main gauche, je peux avoir tendance à me dire ah non, c'est mieux si c'est directement à gauche, ça me semble plus intuitif par exemple. Alors je donne cet exemple-là, il y a plein d'autres possibilités bien sûr d'emplacement qui pourraient vous conduire à réfléchir à la façon dont vous souhaitez adapter cet affichage des différentes barres d'outils et des différents menus. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de ne pas se dire que la façon dont le logiciel est installé sur son ordinateur doit conditionner nos usages. Il faut vraiment prendre en main ce logiciel, prendre en main cette interface et l'adapter à ses besoins pour que ce soit un outil à notre service et surtout pas l'inverse. Pour terminer cette première vidéo, je voudrais simplement revenir sur la question de l'enregistrement. Nous avons enregistré le document dès le départ. Comme je l'expliquais, il est impératif d'enregistrer systématiquement le document dans son format natif parce qu'on travaille dessus. Il peut arriver qu'on ait besoin de partager ce document. Deux possibilités s'offrent à nous quand on veut partager un document. On peut vouloir le partager parce qu'on veut simplement le donner à lire. On veut donner à lire le document, on peut l'enregistrer dans différents formats. Si la personne avec qui on est en cours de discussion souhaite pouvoir intervenir directement dans le logiciel en suivi des modifications, etc., il y aura une vidéo prochainement sur cette question, il vaut mieux lui envoyer dans un format traitement de texte. Si la personne en revanche veut juste pouvoir lire votre texte, vous voulez l'envoyer à quelqu'un qui ne vous indique pas quel est le format qui lui convient le mieux, le plus sûr, la plupart du temps, est plutôt de l'enregistrer en PDF. Pourquoi? Parce que tous les éléments de mise en forme, alors celui-ci n'est pas du tout mis en forme, hein, mais on pourrait imaginer qu'on ait des formats de titres à différents endroits. Tous ces éléments de mise en forme que vous pourriez avoir appliqués à un traitement de texte, avec une police particulière, comme par exemple une police de Linux, eh bien, en fonction du type d'ordinateur, du système d'exploitation et de traitement de texte utilisé par vos interlocuteurs et interlocutrices, le format tel qu'il apparaît ici devant nous ne sera pas le même à l'impression et ne sera pas le même à l'affichage avec l'ordinateur. Le format Open Document est l'un de ceux qui est le plus compatible et interopérable avec les différents ordinateurs. Néanmoins, il peut arriver qu'on vous impose d'envoyer un fichier au format Word, par exemple. Si vous travaillez avec LibreOffice et qu'on vous demande impérativement de fournir un fichier en docx, c'est très simple. Vous faites Fichier, Enregistrer sous, et vous pouvez choisir d'enregistrer votre texte dans un autre format que le format natif du logiciel. J'insiste sur le fait que ça suppose de toujours bien avoir une copie, c'est-à-dire ici on a notre fichier format, on veut le garder ce fichier-là, et c'est une copie qu'on va enregistrer en format docx, qu'on peut tout à fait passer d'ailleurs par la fonction enregistrer une copie, en indiquant au logiciel que ce que je veux, c'est simplement enregistrer une copie qui soit au format Word, donc on la trouve ici, .docx, que je vais enregistrer sur le bureau. Et donc j'ai toujours mon document sur lequel je travaille ici, ce qui m'assure quand je continuerai à cliquer sur enregistrer que ce soit bien celui-là qui soit enregistré. En revanche, j'ai bien une copie docx que je peux ouvrir là, qui sera ouverte avec un logiciel de traitement de texte. Et donc ici, on voit qu'on a pu l'ouvrir très facilement sans trop se poser de questions. Pensez-y, on a plusieurs formats d'enregistrement possibles. Les formats d'enregistrement possibles qui vous seront potentiellement utiles, c'est le format, bien entendu, autre que
disons, d'un concurrent du traitement de texte que vous utilisez. Si on est sous Word, on peut enregistrer en format ODT. Si on est sous LibreOffice, on peut enregistrer au format DocX. Ça peut être aussi le PDF. Donc le PDF sous LibreOffice, je vous le montrerai dans un instant, c'est une fonction d'export. Mais on peut aussi enregistrer en format texte, TXT. Si vous avez regardé la vidéo sur le Markdown, vous savez qu'il peut être intéressant d'avoir à plutôt travailler sur des formats plein texte pour tout un tas de raisons que je ne reprendrai pas ici. Le format TXT sous Microsoft Word n'est pas un vrai format plein texte. Il peut arriver que les fichiers soient agrémentés d'éléments de mise en forme qui ne devraient pas être là. En revanche, LibreOffice fait de très bons, de vrais formats TXT, et en particulier, on peut en choisir l'encodage. Ce que ça signifie, c'est que par exemple, ce document, je peux l'enregistrer au format TXT, ici, en ayant à choisir l'encodage. Ensuite, je fais enregistrer, et vous voyez qu'ici, il me demande quel filtre je veux appliquer. Et donc, en règle générale, on conseille plutôt d'utiliser le format UTF-8 parce que c'est un format réellement universel. Bon, après, en fonction du type de langue que vous écrivez, il y a un certain nombre d'alphabets, etc., auxquels il faut penser, et différents formats qui pourraient éventuellement plutôt vous convenir. Mais en l'occurrence, ce format, si on veut vraiment avoir un format plein texte, un format TXT, on fait enregistrer sous TXT en choisissant le format, on s'assure que c'est de l'UTF-8, et on l'enregistre. C'est le type de choses que vous pourriez être amené si vous êtes amené parfois à travailler avec le logiciel Iramutech par exemple, et qu'au lieu d'utiliser un éditeur de texte comme Atom ou comme n'importe quel TextEdit, etc., surtout pas le bloc-notes de Word, de Windows si vous utilisez un PC, mais si vous n'utilisez pas un éditeur de texte, on peut créer du texte brut avec LibreOffice en choisissant le format UTF-8. Alors juste pour la petite histoire, le format UTF-8, la plupart du temps, c'est quand un document n'est pas encodé en UTF-8, que quand vous l'enregistrez, le copier-coller pour du web, etc., vos accents disparaissent et sont remplacés par des symboles, etc., dans les différents logiciels qu'on peut utiliser, là où le UTF-8 va vraiment encoder correctement. Pour l'export en PDF, on va tout simplement faire fichier, et cette fois-ci non pas enregistrer sous ou enregistrer une copie, mais cette fois-ci on va lui demander de l'exporter vers un format PDF. Et donc là on va avoir la possibilité d'un certain nombre d'options qui vont nous permettre de vraiment personnaliser la façon dont on exporte en PDF, notamment la possibilité d'ajouter la structure du document dans le document, etc. Le genre de choses qu'il est plus compliqué de faire avec Microsoft sous Mac en particulier. Le logiciel Microsoft Word sous Mac, l'export en PDF est très basique, beaucoup plus qu'avec LibreOffice. Donc en l'occurrence, si vous utilisez un traitement de texte pour pouvoir produire du PDF, il vaut mieux utiliser LibreOffice sous Mac, j'insiste, c'est différent si vous êtes sous PC. Et vous avez la possibilité de compresser les images intégrées, dire que vous ne voulez pas de perte, que vous êtes prêt à perdre de la qualité, vous pouvez décider de la résolution des images que vous avez intégrées dans votre document, etc., etc. Ce que ça signifie, c'est que vous avez vraiment beaucoup plus le contrôle sur la création d'un fichier PDF que dans le cadre de l'utilisation d'autres logiciels de traitement de texte en fonction des plateformes que vous utilisez. Donc on peut donc exporter ce fichier en PDF. On va l'enregistrer encore sur le bureau. Et donc notre document a été exporté en PDF. Alors en l'occurrence, c'est parce que j'ai exporté qu'un morceau, c'est le morceau que j'ai sélectionné. Il aurait fallu que je demande à exporter tout le document. Et voilà. Donc pensez-y, c'est pas parce que vous utilisez un logiciel particulier de traitement de texte que vous ne pouvez pas enregistrer vos textes dans le format d'un autre logiciel de traitement de texte. Et ça, ce que ça suppose, c'est toujours essayer de vous tenir un peu au courant des suites bureautiques utilisées par vos interlocuteurs et vos interlocutrices de façon à leur envoyer les formats qui vous conviennent le mieux, qui leur conviennent le mieux, de façon à ce qu'ils puissent ouvrir vos fichiers. C'est particulièrement important dans le cadre de relations pédagogiques, quand on est dans l'enseignement supérieur et qu'on rend des travaux au format traitement de texte.
je vous déconseille vivement d'envoyer des travaux au format Pages, parce que le format propre à l'environnement Mac, ce format Pages, n'est pas ouvrable dans les logiciels de vos enseignants, par exemple, qui utilisent Windows ou Linux, etc. Alors, il y a moyen d'essayer de trouver des possibilités de conversion, mais vous compliquez la situation alors que vous pouvez enregistrer en format DocX ou surtout en format PDF. Le gros défaut du logiciel Pages, c'est qu'il ne permet pas d'enregistrer en format ODT. Donc c'est pour ça que je réinsiste, il est plus judicieux d'utiliser directement LibreOffice. C'est quand même la suite qui va vous permettre de le plus simplifier la façon dont vous allez pouvoir ensuite travailler collectivement sur un même fichier. Je termine cette vidéo en vous recommandant vivement, pour la prise en main d'un logiciel de traitement de texte, à systématiquement avoir le réflexe d'aller chercher la documentation du logiciel. Cela vaut pour n'importe quel logiciel. Les logiciels libres font l'objet en général de documentation extrêmement complète et mise à jour de façon très régulière, mais c'est aussi le cas des logiciels propriétaires. Les concepteurs des logiciels, pour qu'ils puissent les vendre et qu'ils soient utilisés, ils ont besoin de faire de la documentation relativement précise. Ce que ça signifie, c'est qu'il est impératif, en fonction du logiciel que vous utilisez, d'aller repérer où se trouve l'aide du logiciel, voir sa documentation en ligne, parce qu'on peut trouver très facilement réponse à de très nombreuses questions. La plupart du temps, les questions qu'on peut observer dans le cadre de formation à l'usage d'un traitement de texte, par exemple, auraient trouvé une réponse en quelques clics et en tapant 2-3 mots dans l'aide. Si je veux savoir comment enregistrer un fichier dans mon logiciel de traitement de texte LibreOffice, vous voyez qu'ici je tape simplement enregistrer et que j'ai énormément de choses qui peuvent me donner des explications. Si ce que je veux savoir c'est comment exporter tout simplement un fichier en PDF, j'ai des informations ici qui vont me permettre tout simplement de repérer directement dans l'aide des réponses à mes questions. Donc pensez-y, quand vous utilisez un traitement de texte, mais en réalité ça vaut pour tout logiciel, le premier réflexe, c'est de vous approprier l'interface, de savoir où sont les informations, où sont les boutons, comment fonctionnent les barres d'outils et comment je peux les personnaliser. Et la deuxième chose, c'est de repérer, pour savoir comment personnaliser, repérer, etc., c'est d'identifier les pages d'aide et l'éventuelle documentation existante en ligne de la part des utilisateurs, en particulier quand on parle de logiciels libres.